Bien, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi si vous entendez bien, s'il n'y a pas de problème. Donc voilà, aujourd'hui on va pouvoir commencer. J'ai changé un peu d'environnement, donc j'espère que ça résonne pas trop et que ça pose pas de problème de votre côté et que vous voyez tous bien le vidéoprojecteur, enfin en tout cas le PowerPoint que je vous présente. Ça va, il n'y a pas de problème avec le son? Bon, moi j'ai un retour chez moi, donc c'est tout bon. Eh ben, on va pouvoir commencer ce nouveau webinaire. Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce 6e webinaire qui cette fois-ci va porter sur la digitalisation de la pratique des neurosciences. Donc on va s'éloigner un peu de la réalité virtuelle pour faire plutôt une étape intermédiaire, à savoir quelque chose de qu'on va appeler la neuropsychologie 2.0. Donc c'est un peu l'étape avant la réalité virtuelle, donc vraiment avoir l'aspect plutôt l'utilisation de l'informatique au quotidien dans la réalité virtuelle. Alors, on va voir aujourd'hui, on va refaire comme d'habitude une petite introduction, mais vraiment très très sommaire cette fois, en tout cas sur la neuropsychologie 2.0. Ensuite, on essaiera de voir 3 axes majeurs, donc la digitalisation ou informatisation ou numérisation. Ensuite, tout un aspect sur la téléconsultation, donc c'est un sujet qui est quand même pas mal à la mode, on m'a posé pas mal de questions là-dessus, donc je vais essayer d'y répondre de manière précise en tout cas. Et aussi la question sur l'auto-évaluation, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'on voit de plus en plus apparaître, à savoir les patients qui s'auto-évaluent d'une façon ou d'une autre et voir un peu ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait. Et on va voir aussi ce qui manque au niveau de la 2.0. Comme je dis, il y a 3 axes majeurs. L'avantage du numérique, c'est de pouvoir tout digitaliser ou en tout cas informatiser, de pouvoir travailler à distance et de pouvoir permettre aux patients aussi de travailler en autonomie. Mais il manque quand même quelque chose d'important dans cette version 2.0. Et après, on verra, comme d'habitude, qu'est-ce qu'il faut retenir de plus important. Alors, je voudrais juste préciser, comme vous le savez, je travaille pour un logiciel de réalité virtuelle. Et donc là, aujourd'hui, je déclare n'avoir aucun intérêt dans la diffusion des outils que je vais vous présenter. C'est vraiment uniquement pour illustrer, et suite à des recherches que j'ai faites, pour voir un peu ce qui est disponible et ce que vous pouvez facilement trouver. C'est-à-dire que n'importe quelle personne d'entre vous aurait pu trouver ces éléments partout sur Internet. Ça va vraiment être essentiellement pour présenter et pour illustrer la digitalisation de la pratique neuropsychologique. Voilà. J'ai pas envie de casser du sucre sur le dos des outils ou quoi que ce soit. Je vais essayer de les mettre plutôt en avant. Mais voilà. Alors, on va voir là maintenant tout de suite, du coup, un peu, c'est toutes les notions sur la digitalisation de la pratique. Qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour commencer, il faut bien évidemment démarrer du début, à savoir la neuropsychologie 2.0. En fait, elle fait suite à la neuropsychologie 1.0, celle qu'on appelle traditionnellement les tests papier-crayon, que je pense que tout le monde connaît par cœur. En fait, elle a surtout fait suite, cette version 2.0, aux critiques par manque de contrôle expérimental et de contextualisation des évaluations. Donc ça, c'est Bilder en 2011, qui a justement démontré que la neuropsychologie 1.0 avait présenté de gros manques sur le côté contextualisation, donc écologique, et également sur le fait qu'on avait peu de contrôle expérimental parce que la variabilité entre les passations était beaucoup trop importante et que du coup on se retrouve un peu avec vraiment des différences d'un sujet à l'autre, d'une passation à l'autre et d'un thérapeute à l'autre. Donc l'exemple le plus courant, en tout cas qu'on retrouve le plus souvent pour parler d'évaluation informatisée, c'est la TAP,
donc le test d'évaluation de l'attention de Zimmerman et Phim, donc qui est disponible très facilement sur psytest.de. Et donc vous pouvez l'obtenir avec les petites manettes, etc. Ça fonctionne sur un ordinateur très simplement. Et à la fin, vous faites les testings attentionnels et à la fin, vous avez vos scorings qui apparaissent de manière automatique. En fait, ça permet vraiment d'éviter les erreurs de comptage et de cotation et de stocker les éléments sur la durée. Ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est parce qu'en fait, grâce à la neuropsychologie 2.0, on limite toutes les erreurs de comptage sur l'ordinateur qui compte. Il est beaucoup plus rapide qu'un humain, beaucoup plus performant. Donc déjà, on va éviter toutes ces erreurs. On va aller beaucoup plus vite et on va pouvoir également stocker sur la durée, dans le sens où on va pouvoir avoir des éléments très longtemps. Voilà. Je vais pas dire plus longtemps qu'un papier ou quoi, mais ça va permettre de stocker plus facilement les éléments. Alors, au niveau des notions, il y a des choses quand même qui sont importantes à prendre en compte quand on parle de la neuropsychologie 2.0, c'est l'aspect digitalisation. En fait, c'est un procédé qui vise à transformer des processus traditionnels, que ce soit des objets ou des outils ou encore même des professions, par le biais de technologies digitales afin de les rendre plus performantes. Alors, les technologies digitales sont des technologies plutôt innovantes et plutôt dans les versions informatisées, que ce soit les tablettes, les smartphones, les casques de réalité virtuelle ou même les ordinateurs sont ce qu'on appelle des technologies digitales. Et donc la numérisation, c'est donc la conversion des informations d'un support ou d'un signal électrique en données numériques que des dispositifs informatiques ou électroniques numériques peuvent traiter. Alors, par exemple, la digitalisation ou la numérisation du D2, en fait, c'est le même test, mais sous un format différent qui est traité par une technologie numérique, à savoir une tablette. Alors, le problème, en fait, pour la plupart des tests informatisés, c'est qu'il ne s'agit que d'une version numérisée des tests classiques. Alors parfois, ils vont être révisés, ils vont comprendre une cotation automatique, comme par exemple le D2. On va mettre les normes à jour, etc. Mais la plupart du temps, c'est vraiment plutôt une numérisation. Limite, je prends le test, je le scanne et je le mets sur un ordinateur et je le transforme un petit peu. Et ça, c'est quelque chose qui pose quand même pas mal de problèmes parce que c'est une autre façon de faire, une autre façon d'appréhender le test, donc il faut pouvoir l'imaginer d'une autre façon. En fait, il y a un retard qui est conséquent comparativement à d'autres disciplines, comme par exemple dans les formations ou dans l'enseignement, encore plus dans l'armée ou maintenant dans les médecines de type chirurgical. Et en fait, ce retard justement sur les nouvelles technologies, ça nous empêche de nous tourner de plus en plus vers la télépsychologie, téléneuropsychologie, rééducation, voire même la télémédecine. En fait, la neuropsychologie 2.0, elle a permis d'intégrer le numérique dans la pratique d'évaluation et de revalidation neuropsychologique, qui permet de répondre à l'une des critiques qui étaient faites à la neuropsychologie 1.0, à savoir le manque de standardisation et des performances de cotation. En fait, l'utilisation de logiciels pour l'évaluation neuropsychologique, elle semble plus développée dans les pays anglo-saxons que dans les pays francophones. L'offre en termes d'outils étant plus réduite dans ces derniers, donc les pays francophones, elle est souvent centrée sur des mécanismes attentionnels, donc notamment la TAP qu'on a vu juste avant. Donc la France, ou en tout cas la France, la Belgique et les pays francophones européens ont un retard considérable par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a des pays qui sont déjà passés à une version 3.0, alors que nous en France, on commence seulement la digitalisation de certains tests. Beaucoup de choses ont déjà été faites, je pense que tout le monde ne l'utilise pas, on n'a pas encore un accès tout du long de sa pratique à tous ces tests à ce côté un peu digital, et du coup on a un retard qui est quand même assez conséquent et important. Alors, on va essayer de parler là maintenant quand même des avantages du numérique. Alors, l'avantage du numérique, c'est qu'en fait, les informations sont beaucoup plus précises, puisqu'en tout cas, en termes de temps de réaction, des temps de réponse, on a des TR qui sont extrêmement précis. Donc, pour tout ce qui va être vitesse de traitement, attentionnel, etc., ou la gestion de l'ensemble des données, on va être sur de la précision vraiment extrême, on va être de l'ordre de la milliseconde. En fait, de manière générale, l'informatique, elle apporte cette précision qui est hyper importante dans l'évaluation. Et en fait, je crois que vous pouvez le voir ici. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est faisable
que grâce à l'informatique. Je défie tout neuropsychologue de pouvoir mesurer le temps de réaction de ce chimpanzé et également l'ordre d'apparition, c'est impossible. Seule l'informatique pourrait faire des choses comme ça. En fait, le problème de la vitesse de traitement, c'est qu'elle peut varier d'un individu à l'autre, même si elle reste globalement dans le même ordre d'idées. Il est quand même possible de l'améliorer selon l'entraînement, comme par exemple les jeux vidéo ou certains sportifs. En fait, il y a des vitesses de traitement ils peuvent l'augmenter entre 10 et 15%. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que même si on est capable de gérer en tant qu'humain les mêmes vitesses de traitement, si certains sont beaucoup plus performants que d'autres, et ben on va se retrouver avec un retard qui est quand même assez conséquent. Alors, par exemple, selon les jeux vidéo, ça permet aussi de, comme je disais juste avant, d'améliorer les vitesses de traitement ou les fonctions attentionnelles. Donc, par exemple, les jeux de réflexe comme les FPS, on peut noter des améliorations en ce qui concerne la vision sous faible luminosité et l'acuité visuelle, l'attention visuelle comme la capacité à rapidement pouvoir localiser certains détails ou irrégularités, les capacités visio-spatiales telles que la rotation mentale, la visualisation ou la rotation dans l'espace ont été documentées à de maintes reprises. C'est-à-dire que vous avez énormément d'informations dans le domaine qui vous permettent de voir les améliorations et l'utilisation des jeux vidéo, donc d'une technologie numérique pour pouvoir améliorer les performances. Et ça, du coup, ce qui se passe, c'est que on se retrouve avec un écart entre des gens qui ont des performances très fortes et un neuropsychologue, par exemple, qui aurait une vitesse de traitement des informations normale. Et donc, on aurait un patient qui irait beaucoup plus vite que son thérapeute ou que son neuropsychologue. Et là, ça pourrait très vite poser des problèmes, en tout cas dans la justesse des informations. Alors, on voit ici dans ce graphique qu'effectivement, les performances, quelqu'un qui est joueur intense et un non-joueur. Au niveau ici, on voit de la décision, des réflexes, de la précision et de la vitesse. On a quand même une augmentation qui est nettement importante. Et si on voit que les décisions et les actions par seconde, on en fait beaucoup plus. Également, l'attention est portée à plus d'une chose en même temps. Voilà, il faut savoir que le meilleur joueur, par exemple, de StarCraft, il est capable de faire 400 actions par minute. Voilà, donc je pense que c'est au-delà du commun de certains mortels. Alors du coup, comme je disais juste avant, ça pose des problèmes parce qu'on peut avoir des joueurs qui peuvent être très rapides versus des psychologues qui peuvent être très lents. Je dis pas que les psychologues sont lents, je dis juste que certains peuvent être parfois un peu plus lents que d'autres et que comparativement à des joueurs qui sont extrêmement rapides, on peut avoir cette différence qui peut être parfois notable. En fait, on peut sous-entendre que le professionnel peut vite être dépassé par la vitesse de traitement et risque de perdre des informations. Il a besoin d'une machine pour mesurer précisément et assurer de ne perdre aucune information. Et pour les informations de type vitesse, l'informatique est un super allié sur lequel on peut compter. Voilà, il faut savoir que sa vitesse de propagation entre un humain et un ordinateur, il y a quand même une sacrée différence. Donc je vous encourage vivement à utiliser l'informatique dans vos testings, surtout si vous faites du testing de type attentionnel. Alors, on va voir ici d'autres exemples de la numérisation de tests papier-crayon avec des améliorations pratiques pour les concernés. Alors, ici, comme exemple, c'est Metri-Square. Donc ici, on va voir quelques tests. Je crois qu'ils en ont plusieurs. Reconnaissance des émotions, le CWAT. C'est un Colored Word Attention Test. Color Word Attention Test. C'est un peu comme un Stroop. Donc voilà, ils ont des... Voilà, ce genre de choses, très clairement. Ici, vous voyez, vous sélectionnez votre test et ensuite le patient le passe. Alors là, on est exactement sur une numérisation d'un test papier-crayon puisqu'on est exactement la même feuille que si on l'utilisait en papier. Et ensuite, on a tous les scores des patients qui apparaissent avec notre automatisation du scoring. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même pas trop mal parce qu'on peut vraiment se permettre d'avoir des informations supplémentaires, en tout cas très précises. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment est intéressant, parce qu'on va pouvoir revoir un peu les actions du sujet. On a des informations supplémentaires qu'on n'aurait pas pu faire, qu'on n'aurait pas pu faire avant. Évidemment, ils ont d'autres tests. Ici, là, on a les mêmes chez l'enfant. Donc, c'est des tests qui ont été développés également pour les enfants par Émilie Lacroix, qui est à l'Université catholique de Louvain, si je ne dis pas de bêtises. Émilie, si je me trompe, n'hésite pas
à le faire savoir. On a différentes batteries neuropsychologiques qui ont été développées et vous pouvez retrouver toutes ces informations-là, bien sûr, sur leur site internet. Donc ici, on voit qu'on a des tâches de type dessin. Ici, on a des tests de lecture chez l'enfant. Ça, je ne sais pas ce que c'est exactement comme test, mais ici, voilà, on voit concrètement comment ça se passe pour le test des cloches. Alors, il y a d'autres tests également beaucoup plus connus qui ont été numérisés, notamment la WISC avec le CPA. Donc ici, on voit que la tablette, elle sert aux réponses et aux illustrations pour le patient, et vous avez également, pour le thérapeute, la tablette, elle sert aux consignes et à l'enregistrement des réponses, autres que digitales pour le thérapeute. Parfois, quand on a des réponses orales, ça peut être pas trop mal d'avoir les informations précises. Alors, c'est pas celui-là que je voulais, c'était celui-là. Voilà. Bien évidemment, toutes ces informations-là sont disponibles sur le site de l'ECP. Donc là, vous allez voir une patiente qui va faire son test sur une tablette. Voilà, pour les enfants, c'est beaucoup plus sympa. Je pense qu'ils préfèrent. Il y a ce côté un peu ludique qui est peut-être plus intéressant pour eux. Ici, l'épreuve des cubes. Donc là, elle a le dessin. Le thérapeute donne la consigne, va lancer le départ. Et ensuite, on reste quand même sur les cubes. Les cubes restent quand même matériellement existants, ce qui est forcément plus logique pour les manipuler. Et le patient fait exactement la même chose. Rien n'a changé en fait. C'est simplement la manière dont les informations sont transmises au patient ou enregistrées par le thérapeute qui ont évolué. Donc là, on voit qu'elle va simplement reproduire la forme qui lui est demandée à l'aide des 4 cubes. Voilà. Ici, on a d'autres épreuves. Je vais pas tous vous les montrer parce que ça va être un peu compliqué de tout voir. Et puis, c'est pas le sujet, c'est pas de vous présenter l'ensemble. Ici, vous voyez, elle répond directement. Si elle se trompe, elle peut encore changer, etc. Enfin voilà, ça reste intéressant pour la mémoire de chiffres. Vous voyez, c'est des réponses orales et le thérapeute va encoder les réponses directement dans sa tablette. Et puis après, l'avantage c'est que tout sera coté automatiquement. Donc pour ceux qui ont l'habitude de faire des WISC, vous savez à quel point la cotation peut être très très longue et parfois très fastidieuse. Là, cette fois-ci, l'avantage c'est que tout sera fait automatiquement. Voilà, si vous voulez plus d'infos, vraiment, allez sur le site de Person Clinical et vous aurez toutes les infos sur le Q Interactive à ce niveau-là. Voilà, en fait, on remarque de plus en plus aujourd'hui, c'est que on cherche à aller de plus en plus vers des versions portables. C'est-à-dire de plus en plus de tests cherchent à être numérisés pour faciliter l'accès aux patients. Donc si on voit que si le patient est dans son lit, il peut pas bouger, il n'a pas forcément envie d'aller dans une autre chez son thérapeute, rien n'empêche le thérapeute de venir, parce que finalement c'est un clinicien, donc au chevet du patient. Et donc là, ça reprend tout son sens. Et donc on a également de plus en plus de groupes de travail qui se penchent sur la question, notamment, on a vu juste avant Pearson, mais je sais que dans le groupe de Greffex, on avait un groupe qui s'appelle le Grepad pour justement essayer de numériser les tests déjà existants qui ont été faits par le Greffex et de les digitaliser ou de les mettre en version tablette. Donc ici, vous avez justement cet exemple-là, qui était donc une version tablette du MMS, qui se fait par Dinseo et donc le Greco, donc le Greffex, ceux qui sont responsables du Greffex. Donc là, vous devez recopier le dessin, compter jusqu'à 100. Vous voyez ici marqué ce que vous devez dire au patient, et ensuite, voilà, vous prenez en photo ce qu'a fait le patient. C'est-à-dire que là, les réponses restent exactement les mêmes, c'est simplement la façon dont le thérapeute peut lire ses consignes sont plus en papier, mais simplement numérisées. Alors là, ici, pour la phrase, par exemple, vous cliquez, vous n'avez même plus besoin de la dire. Vous cliquez et elle se dit pas de mais, de si, ni de et. Et là, au moins, il n'y a pas d'erreur, le thérapeute ne peut pas se tromper, parce que j'avoue que ça m'est déjà arrivé de me tromper une fois ou deux dans la façon de le prononcer, donc voilà. Alors, ici c'est une version canadienne.
qui est disponible, c'est l'Evalorix. C'est un test de screening pour les troubles de la communication orale et écrite qui a été développé à Montréal. Donc c'est pas la MoCA, hein, c'est simplement un autre test, mais vraiment plus sur les aspects de langage. Où cette fois-ci, on essaye plutôt d'avoir des informations de type langagière, donc des réponses verbales ou en tout cas orales qui sont encodées directement via la tablette et l'application. Je crois que c'est même disponible sur un petit téléphone portable, puisque ça c'est disponible sur Android, et ça doit coûter un peu moins de 60 €, je pense, pour ce genre d'outil. Voilà, ça peut être parfois un peu sympa pour les patients d'avoir quelque chose d'un peu plus moderne, plus ludique pour eux, mais qui reste encore une fois accessible. Alors là, on va parler cette fois-ci de la digitalisation, mais plutôt sur les aspects téléconsultation. Alors c'est quelque chose qui est un peu nouveau dans notre pratique, puisque parce qu'il n'y a pas si longtemps, on préférait avoir nos patients en présentiel, et depuis peu, on se rend compte qu'on a un besoin de plus en plus grandissant de voir nos patients en distanciel, puisqu'on doit voir nos patients, mais en même temps ne pas prendre de risques pour eux. Donc, on a vu apparaître de plus en plus des questions autour de la téléconsultation, savoir quelque chose qui se fait déjà beaucoup dans d'autres pays, mais qu'en France, on a du mal à faire, parce que déjà, il y a tout un problème de la loi. Alors, que dit la loi ? En fait, l'article prévoit des possibilités de téléconsultation sous certaines conditions. C'est-à-dire que c'est pas pour tous les publics. Alors, sachant qu'il y a une ordonnance du 9 décembre 2020, donc qui a 6 mois, forcément suite au Covid, les grandes instances ont décidé de prolonger la prise en charge à 100% par l'assurance maladie jusqu'au 16 février 2021. Mais du coup, elle va mettre en s'étendre jusqu'au 31 décembre 2021. Donc jusqu'au 31 décembre 2021, les patients sont pris en charge à 100%, même en cas de téléconsultation. Je ne sais pas ce qui se passera après le 31 décembre 2021. Mais voilà, il faut savoir que c'est pas quelque chose qui est inscrit à la Constitution, ou même, en tout cas dans le code de l'assurance maladie, où là, les patients de base ne sont pas remboursés à 100%. Mais là, maintenant, le sont uniquement dans certaines conditions. Alors, c'est ce qu'on va plutôt appeler des assouplissements, et c'est donc non un état permanent. En fait, le problème, c'est que du coup, pour l'appliquer, il faut le savoir vraiment, il faut être au fait des lois, pour l'appliquer dans son cabinet, ou en tout cas dans sa pratique, et parfois, c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours les bonnes informations. Donc là, aujourd'hui, la loi dit que sous certaines conditions, donc pas forcément pour tous les publics, il est possible de rembourser à 100% via l'assurance maladie les patients. S'ils sont pas remboursés, j'ai envie de dire que ça change pas grand-chose à ce niveau-là. Alors du coup, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est plutôt une solution d'urgence ou une solution qui sera durable ? Alors, il y a de nombreuses études qui ont montré, en tout cas, l'efficacité du suivi de certains patients à distance, notamment l'Association américaine de neurologie, en 2020, a démontré qu'effectivement, il y avait de nombreux avantages à suivre les patients à distance, plutôt qu'en présentiel. Et en fait, ça a été également efficace lors des suivis des AVC. Alors, ça reste à démontrer dans d'autres suivis, ou en tout cas dans d'autres pathologies. J'ai pas la liste exacte de toutes les pathologies dans lesquelles qui ont été démontrées, mais ça reste il faut aller voir l'AAN. Maintenant, l'AAN, bien évidemment, c'est une agence qui est américaine. Il faudrait voir si en France, c'est quelque chose qui peut également s'appliquer. En tout cas, pour la neuropsychologie, il reste encore du chemin pour comprendre l'usage idéal dans la pratique. Est-ce que la rééducation peut se faire à distance ? Est-ce que le diagnostic peut se faire à distance, ou tout simplement un suivi plutôt plus ou moins classique, sans forcément avoir de grosses séances de rééducation derrière de temps en temps, quelles seraient les fréquences ? Il y a toutes ces choses-là sur lesquelles il faut se pencher. Alors, déjà la première question, c'est finalement, faire un tout petit bilan de tout ça, qu'est-ce qu'elle apporte, cette digitalisation ? En fait, elle va augmenter l'ergonomie du matériel, elle va augmenter la précision des données, elle va améliorer la standardisation des examens et améliorer la vitesse de traitement des informations. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper important dans la digitalisation, c'est de pouvoir vraiment augmenter et d'améliorer beaucoup d'informations. Néanmoins, il manque des choses à cette version 2.0, c'est par rapport au test standard papier-crayon qui est donc la 1.0, l'ordinateur c'est la 2.0 et la réalité virtuelle qui est donc la 3.0. En fait, on voit ici, c'est un schéma que j'ai déjà beaucoup présenté, c'est que le contrôle expérimental reste assez haut dans les tests standards, mais est encore plus élevé dans les tests de type ordinateur ou numérisé, mais peut-être encore plus élevé en réalité virtuelle, tout en augmentant la validité écologique qu'on a
très peu augmenté dans les versions ordinateur. En fait, ce qui manque vraiment à la 2.0, comparativement à la 3.0, c'est cet aspect écologique. Donc pour résumer vraiment cette partie-là, c'est que pour Parsons, l'industrie des tests standardisés, elle n'a apporté que des modifications cosmétiques à des outils déjà utilisés au siècle dernier, portant essentiellement sur les propriétés psychométriques, l'amélioration ou l'ajout de sous-tests et la mise à jour de normes, etc. de ces outils. On n'a pas vraiment de grosses améliorations dans la façon dont on évalue les gens, c'est simplement la façon dont on transmet l'information et dont on enregistre les données qui a été changée, mais pas forcément la façon dont on évalue les gens. Du coup, moi, la question que je me pose, en fait, c'est pourquoi s'être arrêté à mi-chemin? Le retard qui a accumulé comparativement aux pays anglo-saxons, en fait, oblige un peu à passer par l'étape intermédiaire. On peut pas faire le pas d'un coup, de passer par la réalité virtuelle d'un seul coup. Alors on peut, hein, bien sûr, c'est pas un problème, mais je pense que pour certains praticiens, ça peut être un peu compliqué de faire d'un coup le saut dans le vide, dans l'inconnu. Donc peut-être passer par des choses qu'ils connaissent, mais plutôt sur des aspects vraiment plutôt numériques pour déjà ils s'habituent à l'utilisation du numérique, voir avec leurs patients comment c'est possible, avoir assez de recul aussi pour pouvoir se dire ok, le numérique finalement c'est quelque chose qui est vraiment important même en France. Il faut valider les outils et les prises en charge numériques, donc c'est ce que je disais pour aller plus loin, et les utiliser dans la prise en charge à distance pour voir si finalement on pourrait pas commencer vraiment à prendre en charge nos patients à distance, mais de manière plus récurrente, et les utiliser dans une prise en charge du coup plus large, plus écologique, à savoir la 3.0. Si on valide l'usage du numérique dans la neuropsychologie francophone européenne, on va pouvoir passer sans problème à ces versions 3.0 et donc à la réalité virtuelle. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à consulter cet article vraiment très récent sur la téléneuropsychologie. Donc, voilà, la question c'était est-ce que c'est la pratique clinique de demain? Voilà, ce sont des outils ce sont des articles qui sortent de plus en plus. C'est un sujet qui est de plus en plus intéressant à mettre en place. Maintenant, la question, ça va être la téléconsultation ou la téléneuropsychologie. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, faisable? Est-ce qu'on a déjà des études et démontré des choses sur son utilisation? Alors, la télémédecine, parce que finalement, la téléneuropsychologie serait issue de la télémédecine, serait d'une sous-composante de la télémédecine. Donc la télémédecine utilise les technologies de l'information et des télécommunications pour transférer des informations médicales pour le diagnostic, le traitement et l'éducation. Ça, c'est la définition de l'American Telemedicine Association. Donc je vous mets le lien ici, vous pouvez avoir pas mal d'informations à ce niveau-là. Bon, déjà, quand on a un organisme qui est indépendant pour gérer et promouvoir la téléconsultation, ça aide. Voilà. Je pense que même si en France, on commence à avoir de plus en plus aussi d'initiatives à ce niveau-là, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est quand même déjà très présente et très encadré. Du coup, par rapport à une prise en charge classique, ici vous avez une étude de Brierley en 2017 qui a fait donc une méta-analyse sur 12 études donc qui comporte à peu près 500 sujets et donc il va mesurer un peu les différences entre des gens qui ont fait leur évaluation de manière classique ou les gens qui l'ont fait en évaluation à distance selon différents critères. Donc ici on voit qu'ils ont mesuré la vitesse de connexion, l'âge des participants, les caractéristiques des populations, les tests qui ont été administrés également, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Alors, au niveau des résultats, ce qu'on voit ici en tout cas, qui apparaît de manière très flagrante, c'est qu'en fait, il n'y a pas de grande différence entre une évaluation classique et une évaluation standard. On se retrouve avec en fait finalement une somme d'effets qui est quasiment nulle. Donc il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de différence entre évaluer un patient chez lui à distance via un ordinateur ou des technologies numériques et évaluer un patient dans son cabinet. Alors il y a quand même, mine de rien, quand même des choses à prendre en compte pour éviter justement d'avoir des problèmes. Déjà, il y a une différence entre les tests verbaux non chronométrés et les tests verbaux et les tests qui sont chronométrés et les tests qui demandent des réponses motrices. Par rapport à des réponses motrices, ça peut être plus compliqué qu'un test verbal où là, on a simplement à encoder la réponse et donc là, ça peut se faire sans problème, même s'il y a une latence
même s'il y a un délai entre les machines, ça pose pas de problème puisqu'elles sont non chronométrées. Maintenant, les réponses chronométrées, là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Il faudrait pouvoir avoir des applications où là, ce serait mesuré, mais sans prendre en compte la connexion Internet ni le débit. Donc voilà, la qualité de la connexion, c'est quelque chose qui est extrêmement important également. Si on a une faible qualité de connexion, évidemment, pour les épreuves chronométrées, ça va être difficile. Alors, il y a quand même une différence entre les gens qui ont plus de 75 ans et ceux qui ont moins de 75 ans, je pense. C'est certainement lié, les auteurs l'ont expliqué, au fait que l'usage du numérique est quand même plus facile chez les gens de moins de 75 ans que pour ceux qui ont plus de 75 ans. Alors, une autre question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que je peux utiliser la télémédecine pour faire de la rééducation, donc à savoir de la télé-rééducation. En fait, sous certaines conditions, on peut effectivement obtenir de bons résultats, ou en tout cas des résultats similaires à une prise en charge classique. Alors, il manque toujours ces aspects écologiques de la 2.0, ça, je pense qu'on l'a bien compris. Ce qui peut manquer aussi parfois, c'est les feedbacks. Ça peut toujours être pertinent pour les patients d'avoir les feedbacks en direct. Là, si on a des feedbacks un peu décalés, ça peut poser problème. Alors, dans ce genre de test, souvent, c'est par télérééducation, ils faisaient faire aux patients leur rééducation via des exercices qu'ils leur envoyaient en amont et ensuite ils les corrigeaient avec eux après via l'ordinateur. Et là, ça posait par rapport de problèmes, surtout au niveau des feedbacks. Et en tout cas, il n'y a pas ou très peu de transfert, même dans cette condition. C'est-à-dire que ça n'a pas changé le transfert des nouvelles acquisitions dans le monde réel. Alors maintenant, on va se pencher sur la question de l'auto-évaluation. Est-ce que je peux m'auto-évaluer ou est-ce que je peux laisser mes patients s'auto-évaluer, dans quelles conditions, avec quels outils, etc. On va voir ça un petit peu. J'ai fait quelques petites recherches, ça a été un peu plus difficile de tomber sur des choses très sérieuses, mais en tout cas j'ai fait quelques petits essais et quelques petites découvertes assez intéressantes. Savoir que déjà, on en parlait en 91, enfin en tout cas, Van Linden et collaborateurs en parlaient en 91, sur un peu la question de l'auto-évaluation, donc via des questionnaires où les patients répondaient par eux-mêmes, notamment sur l'évaluation des troubles de la mémoire, où on répond sur oui, effectivement, il m'arrive d'oublier mes clés, etc. Ça, ce sont des questionnaires. Mais voilà, ces questionnaires, on a vu justement qu'il existait des biais. Je pense qu'on va pas commencer à faire tous les biais qu'on peut trouver dans ces questionnaires. En tout cas, par exemple, les personnes âgées s'évaluent de façon relativement optimiste, c'est-à-dire que par rapport à leur performance, ils surestiment leur performance. Alors, après, est-ce que ce serait le cas si on le faisait en numérique, c'est-à-dire si je ne donne pas le papier au patient qui le fait en décalage dans le temps, mais que ce soit sur une tablette, par exemple, et répondre à un questionnaire à ce moment-là. Ça, c'est des questions qu'on pourrait se poser. Donc ici, on a eu le McNear-Ecan, donc une version française qui est consensuelle du Greco. En fait, il est facile de numériser ces questionnaires d'auto-évaluation et d'automatiser la cotation. Donc en soi, on gagne rien. Il n'y a pas de grosse différence entre une version papier et une version numérique, puisque finalement, les questions restent les mêmes. La façon de répondre est juste simplement différente, puisqu'elle est digitalisée. Mais les questionnaires n'ont pas bougé. Alors pour ces tests faciles, voilà, on voit bien que c'est relativement simple de les mettre en place. Maintenant, la question qui va peut-être être un peu plus importante, c'est est-ce qu'on peut s'auto-administrer des tests beaucoup plus complexes qui demandent cette fois-ci plus de techniques et de technologies pour pouvoir réussir à avoir toutes les informations dont on a besoin. Par exemple, la question du QI, c'est quelque chose qui pourrait très bien se poser. Est-ce que je suis capable de m'auto-évaluer sur mon QI? Parce que finalement, on peut trouver très facilement sur Internet des tests de QI qui permettent de donner une tendance, mais ça reste encore une fois incomplet. Même des choses très très bien faites, très professionnelles, avec tous les éléments qu'il faut, reste une tendance et mais pas une évaluation complète. Il faut toujours un psychologue pour déterminer exactement le QI. Bien évidemment quand cela est possible. Alors, du coup, la question c'est est-ce que c'est fiable? En fait, vous avez ce genre de choses que vous voyez certainement beaucoup trop de fois passer. Évidemment, ce n'est pas fiable, je pense que je vous apprends rien. En fait, certains tests sont vraiment plus fiables que d'autres ou sont plus proches
que les autres. Ça, on peut le trouver facilement et gratuitement sur Internet. Mais encore une fois, je précise qu'un spécialiste reste la meilleure personne pour évaluer un QI. Il tient compte vraiment de plusieurs éléments. Donc, je reste convaincu que même avec le numérique, des tests comme par exemple le QI de manière auto-évaluée, c'est pas la meilleure idée qu'on puisse avoir. Après, il y a d'autres tests. Alors voilà. Donc en fait, c'est un problème quand même parce que le QI, en tout cas chez l'enfant, c'est quelque chose qui est extrêmement demandé. On en a besoin pour plein de choses, en tout cas chez les enfants. Et du coup, parfois, on peut avoir quelques dérives. En fait, voilà. Cette digitalisation, elle permet d'accéder facilement et rapidement et surtout gratuitement à des tests en ligne que l'on peut s'administrer. C'est-à-dire que là, vous avez ici quelque chose que j'ai trouvé sur Internet. C'est un test qui est considéré comme un test de QI officiel, qui se dit être le plus précis de France, qu'ils ont fait autant de tests de QI aujourd'hui, le score moyen de QI étant de 100, sur 30 questions. Voilà. Grâce à 30 questions, vous pouvez évaluer votre QI. Alors je l'ai pas fait parce que j'avais pas le temps, c'était trop long. Et puis ça, au bout de deux questions, je me suis dit allez, c'est pas la peine. Mais faites-le si vous voulez rigoler un petit peu. Voilà, c'est plutôt des aspects marketing souvent, plus que médical. En fait, le manque de contrôle va induire différents biais qui vont modifier les résultats. Rien ne prouve qu'au moment où je vais faire une tâche qui mesure le temps pour la faire, que je vais pas aller faire autre chose, je vais être, surtout avec Internet, attiré sur un autre onglet pendant ce temps-là. Et ensuite, l'interprétation des résultats est problématique car elle est trop souvent, on retient que le chiffre affiché. Parce que c'est vraiment ce qui importe le plus à la personne qui passe. Je veux savoir mon QI, je veux savoir à quel point je suis intelligent, je veux mon scoring. Et le reste, c'est pas grave, je veux mon score moyen. Et finalement, c'est ce que je dis, le problème de ces tests-là, c'est qu'on est plutôt sur une approche plus marketing que médicale. Alors, un test cognitif. J'en ai trouvé pas mal. Déjà, bon, vous pouvez trouver un des problèmes déjà, c'est que vous pouvez trouver toutes les planches de tous les tests en ligne. Voilà, par exemple, l'effet Stroop, le test du Stroop, je l'ai trouvé en ligne. J'ai toutes les planches sans problème. Et du coup, ça pose des problèmes parce que on peut s'entraîner. Il n'y a pas de prise en compte des différentes modalités de réponse, pas de prise en compte. Et du coup, quand on fait des tests, on peut s'entraîner en ligne, par exemple. Donc là, ici, je l'ai fait. Mes résultats, pour les premières parties, j'ai fait 42 sur 42. Rectangle coloré, 42 sur 42. Après, j'ai été moins attentif, j'ai fait 40 sur 42. On me donne ma note sur 20 et mon temps mis. Voilà, point. Je n'ai pas d'autres informations. Je ne sais pas, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, j'ai juste un score. 20 sur 20, ok. Ça, ce sont simplement mes erreurs ou mes oublis. Je peux recommencer à nouveau. Voilà. Et là, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement choquant, c'est qu'il est marqué, n'hésitez pas à rejouer et tenter d'améliorer votre score. Ce qui veut dire que le problème de ce genre de test, c'est qu'on ne permet pas d'évaluer la cognition à un temps T, mais de voir jusqu'où on peut aller en se concentrant et se dire, ah tiens, je prends ce score-là parce qu'il est le meilleur. Ici, vous voyez, vous avez différents modes de jeu, comme il précise. Tapez votre réponse à l'aide du clavier ou écrivez votre réponse sur un papier et recopiez ensuite dans un temps dingue, quoi. Il le précise, le temps que vous mettrez pour répondre sera plus long avec le mode clavier plutôt qu'avec le mode papier. C'est dingue. Enfin, je suis persuadé que certaines personnes font de l'auto-évaluation avec ce genre de test qui permettent l'entraînement. Vous ne prenez pas en compte les différentes modalités de réponse, le fait que vous soyez un homme, une femme, votre âge, votre niveau scolaire, socio-professionnel. On est sur des dérives qui sont dangereuses, quoi, tout simplement. Donc, mini conclusion, à part que j'ai ici, alors là c'est un TMT que j'ai fait sur mon smartphone, voilà, qui est, je vous les invite aussi à le faire. Vous pouvez sur Android, vous pouvez taper TMT. Tray Making Test et vous pouvez l'avoir sur votre smartphone, mais encore une fois vous verrez à quel point c'est déviant. Donc mini conclusion avant de passer à la grosse conclusion, c'est que la digitalisation des tests c'est pas un problème en soi, ça amène de nouvelles informations, une simplification dans la pratique et ça c'est quelque chose qui est génial. Franchement c'est vraiment génial. Le problème principal c'est que l'accès à ces tests ou à des copies de ces tests pour de l'autodiagnostic en dehors d'un cadre thérapeutique, c'est ça qui pose problème. Alors, l'auto-évaluation, quand elle est sur des questionnaires ou sur des choses dont on a le contrôle, ok.
Par contre, c'est des choses qui sont en ligne où les patients disent, bah moi j'ai fait tel score à tel truc, etc. Ça, il faut vraiment pas en tenir compte. Il faut faire extrêmement attention à ce genre de choses. Il devient trop facile de pouvoir se procurer des tests officiels ou non et de pouvoir s'auto-évaluer. Et ça, c'est une grosse problématique aujourd'hui. Et j'espère que les organismes vont se pencher rapidement sur cette question et sur cette problématique, parce que j'estime qu'il n'est pas normal de pouvoir avoir accès aux tests avant d'aller voir un spécialiste. Sinon, ça va apporter de nouveaux biais extrêmement difficiles. On peut très bien s'entraîner 1 heure avant de passer un test comme le MMS ou la MOCA, tout simplement en regardant sur Internet quelles sont les questions qu'on va nous poser. Et voilà, et biaiser le test, soit de manière positive ou même négative, et du coup, biaiser les résultats, biaiser la prise en charge, et en fait se mentir à soi-même. Et du coup, c'est peut-être pas céder. Donc si des gens se posent ces questions-là, ne le faites pas, parce que ça va pas vous aider. Ça va plutôt faire l'effet inverse. Alors, du coup, pour résumer ce webinaire de manière très très rapide, donc la pratique neuropsychologique 2.0 présente de nombreux avantages, plus précis, plus ergonomiques, plus dynamiques, mais ça présente aussi des manques importants. Les aspects écologiques ne sont pas présents dans cette nouvelle version de la pratique. Encore une fois, c'est toujours quelque chose qui manque à ces versions-là. Et dans la plupart des cas, il ne s'agit que de la numérisation des tests de la version 1.0 et non une amélioration profonde de l'évaluation du fonctionnement cognitif au quotidien. En fait, la réalité virtuelle, elle permettra d'apporter de nouvelles informations et elle pourra corriger les éléments manquants à cette pratique. Alors, un bilan qui datait déjà de 2009. Alors, j'ai rajouté du coup l'aspect 2.0, mais ça reste encore, ça reste à vérifier et à analyser. Voilà, si on prend tout ce qu'on sait sur la neuropsychologie 2.0 aujourd'hui, comparativement des versions papier-crayon, l'évaluation écologique ou de la réalité virtuelle, on voit que la 2.0, elle améliore quand même la pratique papier-crayon, puisqu'elle permet de le rendre plus simple. On va avoir une analyse quantitative qui va être fine, surtout au niveau des temps de réaction. L'analyse qualitative, elle va également s'améliorer un petit peu au niveau des stratégies, l'analyse des trajectoires, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut être facilement codé. Et toute la sensibilité également va augmenter, la motivation, puisque c'est les aspects ludiques. Maintenant, ça a pas, voire même très peu d'impact sur la réhabilitation neuropsychologique. L'aspect écologique est, encore une fois, pas poussé à son maximum, donc c'est s'arrêter un peu à mi-chemin, et je trouve ça un peu dommage du coup, parce que on nous donne la possibilité d'utiliser des nouvelles technologies, mais on ne nous donne pas encore la possibilité de pouvoir vraiment aller encore plus loin dans la façon dont la cognition d'un patient est impliquée dans son quotidien. Et ça, du coup, ça pose un peu de problème. Mais bon, c'est quelque chose qui est toujours en constante évolution. Ça changera peut-être dans 10 ans, dans 1 an, avec un peu plus de chance. Donc voilà, la réalité virtuelle, encore une fois, je le conseille, je ne peux que vous la conseiller. Maintenant, passez aussi au numérique pour certains, parce que vous allez voir, il y a pas mal de choses. Ça va vous apporter aussi un confort dans certains tests. Et puis vous verrez que vos patients, ils vont s'y prendre très facilement au jeu, et voilà. Pour la suite, j'ai une deuxième partie à faire sur le diagnostic en réalité virtuelle, donc ça je le ferai avec quelqu'un qui est encore plus spécialisé dans le domaine. La rééducation, également, il faut aussi que je fasse une deuxième partie. Pardon. Voilà. Je vais également vous faire tout un webinaire sur la réalité virtuelle en ergothérapie avec un ergothérapeute. Une ergothérapeute en tout cas, un ergothérapeute qui utilise la réalité virtuelle pour qu'on puisse un peu en discuter tous ensemble. Et également, je vous ferai un petit hors-série sur la formation avec une amie qui a créé une entreprise justement de formation, d'aide à la formation avec la réalité virtuelle. Donc elle viendra apporter ses connaissances à ce niveau-là. Donc j'espère que ce sera intéressant. J'ai pas encore les dates exactes pour tout ça, mais
Mais voilà, comme d'habitude, vous savez où me suivre. Alors, si vous voulez plus d'informations, vraiment, je vous invite, alors ce sera dans la description normalement, à aller cliquer là-dessus parce que c'est l'intervention du professeur Alain sur justement tous ces aspects de télé, neuropsychologie, utilisation du numérique, etc. La dernière, alors je ne sais plus si c'est l'OFPN. Enfin voilà, c'était une superbe intervention qui dure 45 minutes. C'était vraiment super, super top, plein d'informations. Moi, j'ai fait quelque chose de plutôt très court par rapport à ce que Monsieur Alain a fait. Plus cet article qu'il a écrit là, cet article qu'il a coécrit aussi avec Maxime Jolivet sur neuropsychologie et technologie du numérique, et ce dernier article de 2020 sur la téléneuropsychologie, une nouvelle technologie. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont facilement accessibles pour ceux qui ont l'habitude dans la bibliographie. Donc je vous invite vraiment à aller plus loin. Tous mes éléments ont été quasiment pris là-dedans, donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit en direct et j'essaie de vous répondre, soit après en commentaire, et dans ce cas, je me ferai un plaisir de vous y répondre. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je répondrai. Voilà, il n'y a pas de souci.